Laurent Corbec. La chronique exotique. Une enquête à 4 mitaines. À ma bonne maman, malvoyante bien-aimée. Chapitre 1. Samedi 21 décembre. 15%. Il l'avait lu, on le lui avait dit et répété, bref, il le savait. Mais maintenant qu'il se trouvait devant son assiette vide et son addition pleine de chiffres superposés, il mesurait tout le caractère élastique de ces fameux 15%. Donner 15%, c'était la norme. Ça signifiait donc que tout était normal. Or, justement, tout n'avait pas été normal. Loin de là. Les œufs avaient été trop cuits, les fruits trop fades, et il avait dû réclamer 3 fois sa crêpe avant d'avoir droit à une espèce de chiffon blafard qui se décomposait dans la bouche avec un arrière-goût de liquide à vaisselle. Dans de telles conditions, donner 15% de pourboire, est-ce que ce n'était pas une manière de cautionner tous ces désagréments ? Est-ce qu'on ne risquait pas d'interpréter ce geste comme une façon de dire « ne changez rien, c'était parfait ». Au contraire, est-ce qu'on ne pouvait pas susciter une saine remise en cause en donnant moins ? Qui sait ? On pourrait même contribuer ainsi à l'amélioration des repas, donc à une plus grande satisfaction des clients à venir, donc à une bienveillance accrue dans leur rapport avec autrui. Et en fin de compte, à une augmentation de la joie de vivre sur Terre. Antoine Hérol tripota machinalement sa tasse. 15% de 12,96 $. Ça devait tourner autour de 2 $. Au total, ça faisait donc 15 $ pour 2 œufs avec du bacon, des patates et un chiffon blafard. Ça avait l'air bon marché dans le menu. Mais une fois qu'on ajoutait le café, les extras, les taxes et le pourboire, ça revenait au prix d'un plat du jour dans une bonne brasserie. Alors quoi ? 10%? 5%? Il se dit qu'il pouvait même ne rien donner du tout s'il le voulait. Il pouvait partir à l'air de rien et prétendre après coup qu'il ne savait pas. Il fut saisi d'un léger vertige devant l'ampleur des choix possibles. Un brusque coup de tête le sortit d'affaire. Il disposa sans appel une poignée de monnaie devant lui, finit d'un trait son café froid et partit. Des pièces de toute taille étaient éparpillées sur le journal. Elles cachaient la photo de la une, mais on pouvait encore lire le titre principal dont les grosses lettres rouges perçaient à travers la grisaille métallique. Meurtre sanglant à Montréal, une patronne de restaurant sauvagement poignardée. Les téléphones carillonnés, les téléviseurs psalmodiés, les bouches s'exclamaient, les yeux s'écarquillaient, les doigts pianotés, les pieds piétinés. La salle de rédaction du Journal de Montréal avait, comme d'habitude, l'effervescence bourdonnante d'une ruche. Sauf qu'en l'occurrence, la ruche venait en plus de recevoir un gros coup de pied. Et ce coup de pied, c'était l'assassinat de l'exotique. La couverture de l'événement avait échu à l'abeille Bilodeau. Une abeille novice qui, chance du débutant, se trouvait être la seule du service lorsque l'information était tombée. Tao Bilodeau venait ainsi de faire sa première une. Et il était à lui seul un résumé de toute la rédaction. Psalmodiant, carillonnant, piétinant, le téléphone coincé à l'oreille, il s'exclamait, les yeux écarquillés, en pianotant sur son ordinateur. On ne pouvait pas vraiment dire qu'il était heureux. Non. Il aurait fallu être mauvaise langue pour prétendre que quiconque, au journal, se réjouissait de la mort de Carmen Medeiros. Mais il aurait fallu être hypocrite pour affirmer que la nouvelle ne suscitait pas un brin d'exaltation. Pour un journal local, en ce début de vacances hivernales dépourvu d'actualité politique ou sportive, période de floraison des marronniers et haute saison de la glose météorologique, on pouvait difficilement rêver mieux qu'une mort livrée à domicile. Annoncer une mort, c'est un peu comme chatouiller le nerf cardiaque du lecteur avec un scalpel. Ça provoque immanquablement une réaction.
Malgré lui, l'être le plus insensible dresse un sourcil intrigué vers le titre. L'être le plus hautain vérifie que personne ne le voit, puis se jette sur le compte-rendu détaillé du drame. Aucun humain digne de ce nom ne peut rester indifférent. Or, en plus d'un être humain digne de ce nom, Tao était un journaliste. Et la mort de Carmen Medeiros lui chatouillait par conséquent un paquet de nerfs. Car au-delà du choc, elle laissait un certain nombre de questions en suspense. Et Tao était dressé à fournir des réponses. Il se demandait donc pourquoi. Oui, d'abord, pourquoi avait-elle été assassinée? Tao pianota nerveusement, et avant tout, Tao piétina. Assassinée par qui? Ce n'était pas seulement à cause du froid qu'Erol marchait vite. C'était aussi pour fuir le plus rapidement possible les lieux du crime. Hélas, son corps avait beau s'éloigner, son esprit restait, lui, empêtré dans la culpabilité. 14,25 $, laissa-t-il échapper d'une voix fébrile. Il n'arrivait pas à y croire. Il recompta mentalement en espérant une erreur, mais non, c'était bien ça, 14,25 $, ni plus ni moins. Il tressaillit de honte et accéléra encore. Ça voulait dire qu'il n'avait laissé que 1,29 $ de pourboire. 1,29 $, moins de 10%. C'était ridicule et insultant. Ah bravo! Maintenant, la pauvre serveuse devait être en train de le maudire, lui et tous ses semblables, maudire tous les Français, maudire tous les malvoyants, maudire tous les mâles. Il décida de réparer cet affront au plus vite. Oui, il allait retourner au restaurant, dire qu'il était désolé, qu'il avait mal vu, mal compris, mal compté, peu importe, mais il allait donner un pourboire décent. Un beau gros 2 $, voilà. Il fouilla dans sa poche de pantalon à la recherche de la pièce convoitée et amorça son demi-tour. Mais au moment précis où son cerveau envoyait à ses membres le signal de la volte-face, son pied glissa et il se retrouva aussitôt allongé, la main toujours dans la poche, sur le sol glacé. Comment se sent-on au lendemain d'un meurtre dont on est coupable? Heureux? Triste? Épanoui? Épouvanté? Insatiable? Contrit? L'assassin de Carmen Medeiros, en tout cas, se sentait tout sauf coupable. Son cerveau était un peu confus, son cœur un peu irrégulier, et sa main droite, celle qui avait tenu le couteau, tremblait parfois imperceptiblement au souvenir de l'effort. Mais ce même cerveau ne concevait absolument aucun regret. Ce même cœur envoyait généreusement un beau sang vermeil à tous ses muscles. Et cette même main poignarderait à nouveau sans hésiter si c'était à refaire. Il sentait une vive douleur au coude et au nez, mais à part ses lunettes, Antoine Hérol n'avait rien de cassé. Par contre, la chute avait été aussi rapide qu'humiliante et elle avait supprimé toutes ses velléités rédemptrices. Tant pis pour la serveuse, tant pis pour les Français, pour les malvoyants et pour le reste de l'humanité. Il était rentré directement chez Marie-Ève et JB. On n'allait pas non plus risquer sa vie pour 2 $. JB lui parlait désormais comme à un enfant. Il n'arrivait pas à concevoir qu'un quasi-aveugle puisse marcher tout seul, sans canne ni chien, sur les trottoirs verglacés d'une ville qu'il ne connaissait pas. Antoine cachait mal sa vexation grandissante. Pourquoi pas utiliser un déambulateur tant qu'on y était? Ce n'était pas à cause de sa mauvaise vue qu'il était tombé, c'était à cause de ce sale verglas. Et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Avec les pluies abondantes de la veille et le coup de froid nocturne, même pour un patineur artistique, la ville était devenue périlleuse. Marie-Ève, elle, n'arrivait toujours pas à se représenter la scène. Comment Antoine avait-il pu se blesser au nez en glissant sur un trottoir? Il n'avait pas eu le réflexe de se protéger avec son bras? Elle était avide de détails. Mais Antoine lâchait ses explications de mauvais gré au compte-gouttes. Il sentait qu'elle était moins inquiète qu'amusée.
Il avait failli se fracasser le crâne, mais bizarrement, avoir une plaie sur le nez plutôt que sur le front annulait tout le tragique de l'histoire. Il avait plus l'impression d'arborer un nez de clown qu'une blessure de guerre. Il finit néanmoins par avouer qu'il avait eu froid aux mains, parce qu'il n'avait pas de gants. Donc il avait mis ses mains dans ses poches, bien au chaud. Et après, voilà, il avait glissé. Et ses mains étaient restées bloquées dans les poches, et comme il l'avait redouté, Marie-Ève accueillit cet aveu sans une once de pitié. Excellent! Ça ferait une bonne scène pour ton roman, ça. Le gars qui glisse avec les mains dans les poches et qui tombe la tête en avant, un vrai cartoon. Elle avait un rire fort et franc qui sortait sans entrave. Antoine se le prit en pleine face, comme le trottoir. Oui, mais justement, c'est un roman, pas un dessin animé, nuança-t-il en se caressant le nez. C'est pas grave, c'est drôle, pareil. Je ne cherche pas spécialement à faire un roman drôle. Ça va être un roman triste ? Non, pas forcément. Alors un roman d'amour ? Non, ça m'étonnerait. Un roman policier ? Encore moins. Ah bon ? Pourquoi pas ? Je sais pas, Allez, un bon roman policier, les soirs d'hiver, au chaud sous les couvertes. Oui, mais non. Mais pourquoi ? Je sais pas. Ça tourne toujours autour d'une histoire d'amour ou d'argent. Qu'est-ce que t'as contre l'amour et l'argent ? J'ai rien contre, mais je trouve ça plus intéressant à vivre qu'à lire. Et les histoires de psychopathes sanguinaires, tu trouves ça aussi plus intéressant à vivre qu'à lire ? J'aime pas les histoires de psychopathes. J'aime pas les histoires qui ne tiennent pas debout. Et les polars, c'est toujours tiré par les cheveux. On s'en fout que ce soit tiré par les cheveux. Ce qui compte, c'est le suspense. Moi, je m'en fous pas, s'enflamma soudain Antoine. Ça m'amuse pas de halter toute la nuit pour découvrir finalement que ça fait 300 pages qu'on me prend pour un con. Et puis le suspense, c'est pas compliqué. Le suspense, tu mets ton héros tout seul dans la forêt et t'arrêtes ton chapitre au moment où le psychopathe sort sa tronçonneuse. Et voilà, tout le monde a peur, c'est gagné. JB se demandait si la fougue d'Antoine était due à ses convictions littéraires ou à l'humiliation de sa chute. Marie-Ève parut vexée. Donc tu vas écrire un roman dans lequel il n'y a pas d'amour, pas d'argent et pas de suspense. C'est alléchant, conclut-elle avec un bref et foudroyant éclat de rire. J'avoue, approuva JB. L'idée du roman était sortie un peu par hasard. 2 mois plus tôt, alors qu'Errol était encore en France et parlait de son projet de voyage à Montréal avec une amie, il n'y avait jamais réfléchi sérieusement auparavant. Mais le simple fait de formuler cette idée encore embryonnaire lui avait donné l'apparence d'une vieille conviction. Petit à petit, il s'était mis à le claironner sur tous les toits. Il allait profiter de ses vacances au Québec pour écrire son roman. C'était même devenu une des raisons officielles de sa venue. Et par la suite, il s'était si souvent imaginé en train d'écrire dans un chalet enneigé ou bien dans un petit café douillet qu'il avait fini par en être le premier convaincu. La première désillusion était tombée sous forme liquide dès sa sortie de l'avion le vendredi après-midi. Tandis qu'une pluie torrentielle s'abattait sur lui, il réalisa qu'il aurait peut-être plus de mal à dégoter son chalet enneigé à Montréal que s'il était resté sagement à Chambéry. Et étrangement, l'idée d'un chalet sous la pluie ne lui paraissait plus du tout en accord avec celle de production littéraire. La deuxième désillusion avait eu lieu le matin même au restaurant. Cette fois-ci, ça n'avait pas été la neige, mais l'inspiration qui avait fait défaut. Il s'était pourtant installé comme prévu avec une page blanche et un café noir, prêt pour laisser libre cours à son imagination fertile et au déluge romanesque. Mais il avait eu le temps de vider 3 fois sa tasse sans que la page perde sa virginité. Il avait fini par écrire une liste de choses à faire au verso, parmi lesquelles roman, puis par abandonner tout simplement son carnet au profit du journal local. Bref, contre toute attente, le petit café douillet ne suffisait pas. Les muses n'avaient pas sorti le bout de leur nez. Était-ce à cause des chansons de Noël qui passaient à la radio ? De la légère migraine due aux bières de la veille ? Du décalage horaire ? Des petits vieux qui baragouinaient à gorge déployée de l'autre côté de la salle ? Il ne savait pas trop.
Mais il avait pris conscience que ses intentions artistiques n'étaient pas claires. Il voulait écrire un roman, c'était tout ce qu'il savait. Et s'il disait fièrement à tout le monde que le sujet était top secret, ça l'était avant tout pour lui. Le samedi avait toujours été une grosse journée à l'Exotique. Mais paradoxalement, le fait que le restaurant soit fermé semblait attirer encore plus de monde qu'à l'accoutumée. Peut-être parce qu'il était fermé par un cordon indiquant « scène de crime, défense de passé ». Et que ce cordon autoritaire, qui jurait singulièrement au milieu des guirlandes, ne donnait qu'une envie : faire le contraire de ce qu'il ordonnait. Pour la plupart, les badauds se contentaient de s'approcher de l'entrée, de pointer un doigt vers l'intérieur en chuchotant un commentaire, puis de repartir en hochant la tête. Mais certains d'entre eux, des gens du quartier, des habitués du restaurant ou de simples curieux, s'arrêtaient plus longuement pour discuter. Et un petit groupe avait fini par se former au coin des rues Boyer et Saint-Zotique. Au centre de ce groupe rayonnait Réal. Car Réal cumulait les titres honorifiques de voisin, employé officieux et surtout découvreur du crime. Il avait d'ailleurs été longuement interrogé par la police à ce sujet. Et il en retirait une excitation proche de la frénésie. Il n'était pas du genre à se mettre en valeur, mais pas du genre non plus à masquer sa fierté derrière un voile de bienséance. Non. Il était surexcité et il ne le cachait pas. D'autant moins qu'il était à moitié sourd et qu'il beuglait, donc sans se lasser les mêmes informations à qui voulait les entendre. Malgré ses 70 ans bien sonnés, son appareil auditif qui sifflait jusqu'au bout de la rue et sa cigarette perpétuellement plantée entre ses lèvres, il ressemblait à un gamin de village porteur d'une grande nouvelle. Et sa physionomie simple et franche exprimait avec éloquence une vérité que toutes les personnes autour de lui tâchaient de taire. La mort des uns rehausse la vie des autres. Un peu plus loin, Réjeanne, Reggie, Gagnon, sortit du dépanneur en tenant fermement un sac plastique. D'ordinaire, elle n'était pas la dernière pour décortiquer les brèves locales. Au contraire, elle était tout le temps en train de jaser, que ce soit en compagnie de Réal, d'un voisin quelconque ou bien des coiffeurs. Toujours prête à échanger un coup de main contre quelques potins. Et elle aurait pu apporter une contribution non négligeable aux discussions en cours. En tant que plongeuse du restaurant et proche de la victime, elle aurait même pu voler la vedette à Réal le temps de quelques déclarations. Mais Reggie ignora le petit groupe. Elle enfonça sa tuque sur ses cheveux ras, remonta le col de son manteau et avança d'un pas résolu. Ses yeux brillants et cernés étaient rivés sur le trottoir. Réal l'observa d'un air avenant. Elle rentra chez elle sans un mot ni un regard. Après le tragique dénouement de son excursion matinale, Antoine Hérol ne prit plus de risques. Il resta confiné tout le reste de la journée loin du froid, loin des cascades, loin du danger et des mauvaises surprises, dans le doux cocon amical. Tout y semblait ouaté, le temps glissait en douceur sur le plancher en bois franc, venait ronronner dans le canapé bedonnant, et Hérol le regarda passer lentement comme une vieille locomotive. Ses lunettes habituelles étant cassées, il était obligé de porter l'unique recours ophtalmologique qu'il avait emporté dans ses bagages. De grosses lunettes de soleil à la monture virile et au verre noir. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que l'après-midi lui sembla si sombre, si mou, comme un long prélude à la nuit qui s'en venait, pendant lequel il fallait faire semblant de ne pas avoir envie de dormir. Peut-être, à moins que ce soit encore autre chose. En plus de ses problèmes de vue, Hérol souffrait d'une pathologie atypique dont il n'avait jamais fait part à personne. Chaque fois qu'il partait en voyage, il était victime d'une nostalgie mélancolique aiguë le lendemain de son arrivée. C'était étrange. Il savait qu'il aurait dû se sentir heureux, avide, excité. Mais non. Chaque fois, il redevenait timoré, nostalgique, tristouné. C'était inévitable. En fait, les symptômes étaient identiques à ceux qu'il avait ressentis le jour de sa rentrée au primaire, alors qu'il venait de déménager dans une nouvelle ville,
que sa mère l'avait déposé à l'école et qu'il attendait dans la cour de récréation, tout seul dans une marée d'enfants hilars et turbulents. 30 ans plus tard, après une journée tranquille passée en bonne compagnie, Antoine Hérol avait donc à nouveau la gorge serrée et les yeux embués derrière ses lunettes de rocker. Comme dans la cour de récré, quelque chose en lui se demandait ce qu'il faisait là. Et il aurait bien pleurniché d'un petit « Maman » désemparé, s'il n'avait pas été en présence de témoins. À la place, il sortit une raillerie gratuite à l'adresse de JB, qui, bon joueur, s'offrait en victime sacrificielle. Car ce bon JB avait la peau dure, et il acceptait de bon gré les moqueries de toute qualité et de toute provenance, conscient que c'était le meilleur moyen de lier autour de lui les railleurs entre eux. Et cela avait en effet réussi à créer un brin de connivence entre Antoine et Marie-Ève, et même avec les enfants. Mais la connivence resta précaire et la soirée ne s'éternisa pas. Antoine prétexta le contre-coup du décalage horaire pour aller cuver sa nostalgie mélancolique aiguë tout seul dans sa chambre. Une fois inséré dans son petit lit au drap propre, il ravala un sanglot silencieux. Il se sentait bizarre, bizarrement triste. Mais il y avait quelque chose de sucré dans le pleur, quelque chose de doux dans la douleur. Il savait que dès le lendemain, il serait lui aussi hilar et turbulent dans la cour de l'école. Chapitre 2. Dimanche 22 décembre. Antoine et JB marchaient côte à côte comme ils l'avaient fait 20 fois plus vite 20 ans plus tôt. Ils remontaient la pente douce du Mont-Royal et celle plus accidentée des souvenirs. Toulouse, la faculté de droit, la bande, les fêtes, les conneries. JB jetait de temps à autre des coups d'œil curieux à son vieux camarade. Malgré l'apparition de gerbes blanches dans sa sombre tignasse et dans sa barbe, Antoine n'avait pas vraiment changé. Il avait toujours son esprit vif, tranchant, parfois légèrement impatient, voire cruel. Il avait aussi toujours cette coquetterie un peu ridicule qui le poussait, par exemple, à porter sa veste mince et déchirée plutôt que le gros manteau d'hiver que JB avait proposé de lui prêter. Toujours, enfin, ce côté mystérieux et imprévisible qui charmait tout autant qu'il l'agaçait. Cette idée de roman, notamment, semblait sortir de nulle part. Et vraisemblablement, elle y retournerait bientôt. Entre son travail de procureur et ses inépuisables histoires de cœur, on se demandait bien où Antoine allait trouver le temps d'écrire. Malgré la volonté sincère de voir son ami se réaliser, JB avait du mal à croire qu'il repartirait de ses 2 semaines de vacances avec un manuscrit sous le bras. Il lui avait concocté un programme touristique sur mesure, éclectique et malléable. Mais il s'attendait à se faire rabrouer à tout instant par une de ces remarques pleines de tact et de délicatesse dont Antoine Hérol avait le secret. Comme si ce n'était pas déjà suffisamment compliqué de trouver des activités adaptées à un malvoyant. Il fallait en plus que ça le soit à un anticonformiste. Ils avaient dépassé le lac aux castors et il y avait de plus en plus de monde sur le chemin. En matière de conformisme, on pouvait difficilement faire pire que l'inévitable pèlerinage au Mont-Royal. Joggers, cyclistes, familles, solitaires, petits amoureux, personne n'y échappait. Pas une catégorie sociale ni une langue de l'univers. Tout ce qui passait à Montréal passait, tôt ou tard, au Mont-Royal. Toutefois, malgré le froid et le caractère éminemment touristique du lieu, Antoine avait l'air content. Il racontait avec une passion palpable des histoires de cour d'assises. Ses mains ne cessaient de se déplier et de se replier comme des marionnettes au milieu desquelles son regard conservait au contraire une troublante fixité. Depuis 20 ans, JB n'avait jamais réussi à savoir ce qui se tramait vraiment derrière ses lunettes. Depuis 20 ans, il n'avait jamais réussi à comprendre la nature exacte de son handicap visuel. Antoine expliquait laconiquement qu'il avait une vision fonctionnelle, comme on peut le dire d'une langue étrangère, dont la maîtrise précaire permet néanmoins de commander une bière et de demander son chemin. Mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement ? Que sa vue lui permettait de boire des bières et de retrouver son chemin ? JB savait qu'Antoine ne distinguait pas les couleurs, qu'il était myope comme une taupe
et qu'il était hypersensible à la lumière. Mais ce qu'il voyait vraiment, ça, il n'avait jamais réussi à le savoir. Ils arrivèrent au belvédère et Antoine gonfla le torse de manière théâtrale. Ah! Enfin un panorama. Était-ce ironique? JB tâta prudemment le terrain. Sympa, hein? Oui, très. Encouragé par cet enthousiasme inattendu, JB tendit un index didactique. Alors tu vois, là, c'est... Non, je vois rien. J'entends juste que la vue est dégagée. Surtout au fond, là, avec l'horizon et le fleuve, c'est très chouette. Ah, ok. Par contre, ça manque de montagnes. Non. Il était décidément impossible de comprendre la perception qu'Antoine Hérol avait de la réalité. JB le regarda glisser sa main gantée dans le trou de sa veste. Putain, on se gèle les coudes dans ce pays. On y va? D'innombrables trompe-l'œil ornementaient la vaste église. Sur les murs, sur la chaire, sur les colonnes, partout. Où que l'on regarde, pour peu que l'on observe avec un tant soit peu d'insistance, on s'apercevait que ce que l'on avait cru vrai au premier coup d'œil n'était en fait qu'un leurre. Au cœur de l'édifice, devant l'autel, trônait le cercueil de Carmen Medeiros. Et à l'intérieur de ce cercueil, le cadavre avait lui aussi quelque chose d'irréel. La défunte était trop lisse, trop belle, trop parfaite, trop paisible pour être en vie, mais trop charnelle pour être vraiment morte. Morte? Elle l'était pourtant bel et bien, et une foule massive était venue assister à la cérémonie funéraire. Carmen Medeiros avait été une femme sociable et appréciée. Son décès prématuré et les circonstances tragiques qui l'accompagnaient avaient suscité un large mouvement de compassion. Évidemment, la communauté portugaise, sous le choc, s'était déplacée en masse. Mais toutes sortes de personnes étaient venues honorer sa mémoire. Famille, amis, employés et clients du restaurant. Il y avait même quelques quidam qui, même s'ils ne connaissaient pas la défunte, se sentaient visiblement touchés par son histoire. Tous les membres importants de l'exotique étaient présents, à l'exception de Reggie, la plongeuse, qui n'avait pas pu venir. Alex, Raoul et Kiko, assis côte à côte, droits comme des piquets, avaient troqué leur tablier sale pour des costumes propres. Odile et Claire, les deux serveuses, paraissaient toutes deux frigorifiées et se mouchaient abondamment. Enfin, Gabriel et Jonathan, les deux jeunes busboys, assistaient un peu intimidés à leur première funéraille. Le banc de devant était réservé à la famille proche. En tête de rangée, Mario, le fils aîné, semblait faire de grands efforts pour contenir son émotion. Mais les larmes arrivaient sans prévenir, déferlant par vagues qui ne parvenaient pas à endiguer derrière ses longs cils. À côté de lui, son père avait l'attitude digne et patriarcale qu'on attendait de lui. Mais on voyait clairement que Mike Medeiros mobilisait toute sa puissance corporelle et son expérience morale pour conserver son sang-froid. Son visage était sévère, et ses yeux y brillaient d'autant plus intensément. À sa droite, les mêmes yeux tout aussi pleins d'intensité, tout aussi dépourvus de larmes. Sandra avait exactement la même expression que son père. Mais comme Mario, elle avait hérité des longs cils de sa mère, qui ajoutaient à son visage une touche de douceur. Elle tenait Nino, son plus jeune frère, contre son ventre et entourait son cou d'un geste maternel. Dans toute l'église, Nino était le seul à avoir l'air content. Il regardait le chapelet du prêtre avec un sourire béat. Parfois, il tournait la tête en émettant des sons étouffés. Sandra renforçait alors l'étreinte de ses bras et lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Après quoi, il regardait à nouveau le prêtre et retrouvait sa félicité. Nino était le seul à avoir l'air content. Mais était-il le seul à l'être? Quelles émotions mijotaient vraiment derrière toutes ces faces grises? Quelles pensées s'agitaient derrière les pleurs? Quelle mécanique articulait tous ces airs tristes, solennels, émus, fébriles, engoncés?
Sous la haute voûte sacrée, les interrogations planaient sans trouver de réponse. Il est plus facile de discerner un trompe-l'œil sur un mur que sur un visage. Hérol reposa sa bière sur la table et s'avachit dans la banquette. Après les pérégrinations de la journée, il pouvait enfin se détendre un peu. Il étira ses jambes en soupirant, et il constata qu'une saine fatigue s'était installée en lui. Le bruit ambiant au bar, nivelé par une musique douce et ponctuée de rires éparses, semblait être un prolongement de la banquette en velours dans laquelle il s'enfonçait, corps et âme, de plus en plus profondément. Il avait laissé JB chez lui vaquer à ses occupations. En attendant, il savourait un peu de calme et de solitude dans un bar du quartier. La journée avait été intense. De toute évidence, JB se donnait beaucoup de mal pour lui montrer les plus belles facettes de la ville. C'était à se demander s'il ne cherchait pas à se convaincre lui-même qu'il avait eu raison de quitter la France et de passer son 15e hiver à Montréal. D'ailleurs, sa façon de répéter sans arrêt que c'était vraiment une ville agréable à vivre semblait une manière de s'excuser que ce ne soit pas également une ville agréable à visiter. Hérol, lui, s'en foutait. De toute façon, il n'avait jamais vraiment aimé le tourisme. Et ses problèmes de vue lui donnaient un merveilleux prétexte pour éviter les musées, les monuments, les visites guidées et autres must-see incontournables à voir absolument avant de mourir. Ce qu'il aimait, par contre, c'était être ailleurs, hors de chez lui. Entendre des accents différents, des langues étrangères, des sons inouïs, des odeurs bonnes ou mauvaises, mais nouvelles. Ça, c'était son musée préféré, gratuit et sans file d'attente. Et pour le coup, il était servi. Le dépaysement avait comme effet collatéral de lui donner un intérêt soudain pour des choses qu'il aurait habituellement dédaignées. En l'occurrence, ce n'était même plus un intérêt, mais une véritable passion. Depuis 48 heures, il s'était pris d'adoration pour les burgers, le café-filtre, les chips et la presse à sensation. Tous ces délices étaient pourtant loin d'être introuvables en France. Mais là-bas, il le laissait indifférent. Alors qu'ici, c'était la magie du déplacement géographique. Vu d'une autre perspective, l'objet répugnant devenait attrayant. Le fast-food se changeait en festin et le jus de chaussette en nectar. D'ailleurs, il ne fallait pas le dire à JB, qui allait encore se vexer, mais jusqu'à présent, le meilleur moment de son voyage avait été la lecture du Journal de Montréal le dimanche matin, devant des œufs au bacon et un café sans goût. C'était inexplicable, mais c'était comme ça. Il s'était retrouvé littéralement irradié de bonheur. Quand on est dans un tel état, on ne va pas s'amuser à le remettre en cause pour de basses raisons raisonnables. Non, on savoure. Puis on s'en va en laissant un pourboire ridiculement élevé. La serveuse lui apporta un bol de nachos. Il la remercia et sirota une gorgée de bière. Là encore, l'extase n'était pas loin. À l'exception de ses gros orteils imperturbablement glaciaux, son corps avait fini par se réchauffer. Il était, ici et maintenant, légèrement flottant, parfaitement heureux. En revanche, il fallait se rendre à l'évidence. Il s'était caillé toute la journée. Et il allait devoir impérativement opérer un petit réajustement vestimentaire. D'abord, il faudrait faire ses adieux à la veste en feutre qui s'était déchirée lors de sa chute stupide. JB lui avait proposé un gros manteau d'hiver, extrêmement chaud, mais extrêmement jaune. Certes, Hérol ne faisait pas la différence entre le jaune et le bleu ou le noir ou même le rose fluo, mais le simple fait de savoir qu'il portait un manteau jaune lui était déplaisant. Il entendait déjà le rire fracassant de Marie-Ève quand elle le verrait là-dedans. Hélas, il n'avait pas bien le choix. Tant pis pour l'honneur. Il préférait encore les piques de Marie-Ève à celles du froid québécois. Et tant qu'à avoir l'air con, autant l'être jusqu'au bout des pieds. Ses orteils pétrifiés lui indiquaient qu'il n'allait pas pouvoir échapper longtemps aux bottes d'hiver. D'ailleurs,
Plus que le ridicule de l'accoutrement et les moqueries qui l'accompagnaient, ce qui lui posait le plus de problèmes là-dedans, c'était de montrer à JB qu'il avait raison. Parce que JB avait toujours raison. C'était une loi séculaire tout aussi implacable que la gravité. Une loi 1000 fois niée et autant de fois vérifiée. On ne pouvait pas lutter contre ça. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était s'irriter. Et c'était donc ce qu'il faisait. Il se rendait compte que c'était puéril et stupide. Mais c'était plus fort que lui. C'était inscrit dans les gènes de leur relation. JB avait toujours adoré prodiguer un doux paternalisme à tous les damnés de la terre, alors qu'Antoine avait toujours détesté qu'on l'aide et le protège. Ça devait probablement pouvoir s'expliquer et même se résoudre très simplement en 1 ou 2 séances chez le premier psychologue venu. Mais Antoine Hérol tenait à sa puérilité stupide comme à un vieux t-shirt fétiche. 2 séances de plus chez le psy lui auraient peut-être permis de comprendre les raisons d'une autre source d'irritation tout aussi inutile et arbitraire, les tics de langage de JB. Après 15 ans au Québec, celui-ci était resté globalement étanche aux sonorités locales. Mais son vocabulaire, comme la peau couverte de cicatrices du vieux baroudeur, portait les traces de tous les lieux dans lesquels il avait vécu. Au B de son enfance tarnaise, s'étaient adjoints les bouts du con de sa période étudiante à Toulouse, auxquels il fallait désormais intégrer d'incessant c'est comme « en tout cas » ou « c'est ça ». Mais la palme du tic et la palme de l'irritation revenaient à l'incontournable « j'avoue », qui ponctuait 1 phrase sur 2 de JB. En bon auxiliaire de justice qu'il était, Hérol ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un léger sursaut à chaque fois. Quelle était cette manie d'avouer ainsi à tout bout de champ? Il avait quelque chose sur la conscience ou quoi? À ces détails près, les 2 amis s'entendaient à merveille. Il leur avait fallu moins de 2 minutes pour réactiver une complicité mise en veille pendant 2 années sans le moindre contact. Hérol choisit un bout de nacho tapissé de fromage et l'engouffra. Il rinça le tout dans une rasade de bière. Il se demandait ce qu'il allait faire de ses prochains jours. Le rythme touristique s'essoufflerait bientôt. La ville cesserait alors de ne pas être agréable à visiter pour être enfin agréable à vivre. Un bruit de pas paisible monta crescendo jusqu'à la table d'Antoine, puis s'arrêta, net, tandis qu'un bras plongeait sans préavis dans le bol de nachos. Tout en mâchouillant sa prise, JB demanda à Antoine ce qu'il buvait et partit aussi sec au bar. Physiquement, JB n'avait pas changé. C'était toujours cette même grande masse mollassonne et chaleureuse. Par contre, il y avait quelque chose d'éteint en lui. Bien sûr, Antoine ne s'était pas attendu à retrouver le JB folâtre de leurs 20 ans. Mais quand même, il ne s'était pas non plus attendu à un tel calme. Car si aujourd'hui Hérol l'éternel célibataire paraissait le moins stable des deux, à l'époque, Jean-Jean JB, le JB, était de loin le plus furieux, le plus imprévisible, parfois le plus dangereux. Et pourtant, il avait aussi été l'un des premiers de toute la bande à se caser et avoir des enfants. Antoine le soupçonnait d'avoir justement cherché à écraser ainsi la folie qui couvait en lui. Et sans pour autant être capable de l'expliquer, il lui en voulait un peu. En même temps, JB avait eu l'intelligence de ne pas aller trop loin. Il avait su arrêter à temps les conneries d'adolescents, les colères noires, les ivresses incontrôlées. Et lui, au moins, il avait évolué. Alors qu'Antoine Hérol était au même point que 20 ans plus tôt. Un peu en couple, un peu célibataire, un peu doué, un peu médiocre. C'était aussi pour ça qu'il voulait écrire son roman. Il aurait bien aimé se surprendre pour une fois et aller puiser en lui les trésors qu'il pressentait dans ses profondeurs. Parce que jusqu'à présent, il n'avait pas puisé grand-chose. Chaque fois qu'il avait senti gargouiller cette impérieuse envie que certains appellent l'inspiration, les réalités de la vie pratique l'avaient détourné vers d'autres desseins. Chaque fois, il avait dû aller à contre-courant de son envie,
s'arracher de la page vierge, aller travailler, assumer ses responsabilités, se tuer à la tâche et tuer l'inspiration dans l'œuf. Car une fois le travail terminé, une fois les responsabilités assumées, l'impérieuse envie n'était plus qu'un lointain souvenir que la fatigue de la journée écartait définitivement. Mais cette fois-ci, il était résolu. Il s'était exilé à l'autre bout du monde pour 2 semaines de vacances. Il disposait d'une éternité avant son retour, d'un océan entre lui et son bureau. Lui et son bourreau. Ça avait bien commencé. Il était confiant et motivé. Le matin même, lors de son moment d'extase après les œufs au bacon et les 12 cafés, il avait trouvé une idée, une brèche. C'était l'histoire d'un journaliste, adepte de la langue de bois pour presse caniveau, qui, au sommet de sa popularité, se met à proférer la vérité. Le cerveau des Hérolds s'était mis à turbiner à toute vitesse et les idées à en jaillir comme d'un geyser. Certes, le geyser s'était rapidement arrêté. Et il restait pas mal de détails à régler. Mais il avait trouvé l'essentiel. Un dispositif qui offrait des possibilités de défoulement infini. Tout ce qui lui passait par la tête, par les nerfs, par le cœur, il pourrait l'exprimer à travers la plume de son journaliste. Et le procureur de Chambéry deviendrait ainsi le procureur de l'humanité. Il termina sa bière en savourant cette modeste pensée. Il ne lui restait plus qu'à trouver un prétexte, une intrigue. Comment faisaient les romanciers d'habitude ? Mystère. Il se souvint d'avoir entendu que Flaubert se documentait de longues années avant d'écrire. Il ne savait pas si c'était vrai, et d'ailleurs, il n'avait jamais lu Flaubert, mais il se dit quand même que c'était ce qu'il fallait faire. Avant tout, Hérolds devait se documenter, se renseigner sur le métier de journaliste. Comment parler de quelque chose que l'on ne connaît pas ? Même s'il lisait abondamment la presse, il ne savait absolument rien du journalisme, encore moins du journalisme sensationnaliste. Il tira vers lui le journal qui traînait sur sa table. La une exhibait un portrait robot aux traits maléfiques et le titre annonçait « Avis de recherche, tueur sans pitié ». Il tourna les feuilles au hasard. Une double page était consacrée au meurtre de la patronne de restaurant dont il avait déjà entendu parler. La mise en page imitait le mur sur lequel, dans les films américains, les policiers épinglent leurs indices. Il y avait tout un tas d'informations plus ou moins inutiles, mêlant statistiques spacieuses, micro-trottoirs affligeants, portraits romancés et pseudo-analyses. Rien n'excédait plus de 1 ou 2 paragraphes. En bas à droite, l'article concluait par l'avis de recherche du suspect numéro 1, avec le même portrait robot que celui figurant à la une. En haut à gauche, la photo du journaliste investigateur trônait dans un médaillon accompagné de son adresse courriel. Pas la peine de chercher plus loin, c'était le modèle idéal pour le grand héros du grand romancier, Antoine Hérolds. Porté par la douce euphorie de la bière, celui-ci décida d'envoyer immédiatement un message au journaliste. Il regarda de plus près le médaillon. On pouvait y lire « Tao Bilodeau, envoyé spécial ». Tao ? Il se demandait s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. La mauvaise qualité de la photo qu'il scrutait à travers la loupe de son téléphone faisait apparaître des traits fins et délicats qui ne permettaient pas de trancher. Il opta pour une formulation compatible avec les deux genres. « Eh ben alors, on a fait 6000 km juste pour regarder son téléphone ?» JB venait d'arriver avec 2 belles pintes fraîches. Antoine appuya vite sur « Envoyer le message » et fit l'innocent. « Hein ? De quoi ? Je pensais que tu venais pour voir du pays, pas pour regarder ton beau téléphone. Et moi, je pensais pas venir pour me faire insulter. » Allez, fais la victime, va. Je te rappelle que j'ai des petits problèmes de vue. Et si je regarde mon beau téléphone, c'est qu'il me sert de loupe pour lire le journal. Sans lui, je ne pourrais pas m'ouvrir l'esprit sur le reste du monde. JB jeta un œil sceptique sur la double page étalée devant Antoine.
C'est sûr que le Journal de Montréal, ça ouvre beaucoup l'esprit, c'est bien connu pour ça. Antoine, loupe à la main et main dans l'œil, fit mine de poursuivre une passionnante lecture. JB en profita pour annoncer la suite du programme. Il proposait de partir le lendemain dans la famille de Marie-Ève à Sainte-Agathe, où il devait laisser les enfants pour les vacances. Ce serait l'occasion de passer une journée hors de la ville et de... Au mot « enfant », le corps d'Erol s'était crispé et son esprit s'était enrayé, l'empêchant d'écouter objectivement la fin de la phrase. Il repensa aux 2 petits morveux qui faisaient la loi chez Marie-Ève et JB. Amélie et Gustave. 2 prénoms immondes, 2 graines de tyrans, 2 ennemis à combattre sans répit s'ils voulaient conserver ses maigres droits. Quand ils avaient vu Erol arriver avec son « Ah, ils ont grandi !» et son sourire forcé, ils s'étaient aussitôt enfuis dans leur chambre. JB s'était gentiment moqué de leur timidité et Antoine avait déclaré qu'ils étaient mignons, tout en pensant ardemment le contraire. Peu à peu, les 2 monstres s'étaient habitués à lui. Mais ils gardaient une sorte de méfiance animale à son égard, comme s'ils sentaient que leur domination absolue était menacée par cet intrus. Un intrus qui essayait de leur dérober le centre de l'attention, qui occupait la chambre d'Amélie et qui les obligeait à dormir tous les 2 dans la même. Erol savait qu'il effrayait les enfants autant qu'il les dégoûtait. Il connaissait bien la candeur enfantine. Une candeur qui rejette instinctivement tout ce qui est différent, qui méprise les faiblesses, qui honnie les handicaps. Une candeur qui se moque de ses lunettes de soleil. D'ailleurs, Erol ne serait pas mécontent de la laisser partir toute seule à Saint-Machin, la candeur enfantine. Mais pour cela, il allait devoir trouver une bonne excuse. Son téléphone vibra en diffusant une lueur prophétique. Erol lut discrètement le message, puis il posa l'appareil et prit un ton dégagé. « Ah, j'aurais bien aimé vous accompagner, mais demain j'ai justement un rendez-vous important pour mon roman. C'est con, tant pis pour les enfants. » Sur la table, son téléphone avait abandonné toute velléité de lumière et de vibration, mais un regard indiscret aurait pu y lire le message suivant. Tao Bilodeau. tao.bilodeau@lejournaldemontréal.com 19h07. Il y a 0 minute. À moi. Cool. Je dois faire des entrevues demain après-midi. Si tu veux, tu peux venir avec moi, ça me ferait plaisir. Tao. Le dimanche 22 décembre à 19h02, Antoine Erol, à erol@hotmail.fr, a écrit « Bonjour, je suis romancier, actuellement à Montréal pour travailler sur mon nouveau projet dont le personnage principal sera un célèbre journaliste. Je suis votre travail assidûment et l'apprécie depuis longtemps. J'admire notamment votre vision synthétique et votre écriture très efficace. Je serais très curieux d'en savoir un peu plus sur votre parcours et votre manière de travailler. Si jamais vous aviez un peu de temps à me consacrer, je serais extrêmement heureux de pouvoir vous rencontrer, vous poser quelques questions et qui sait vous voir à l'œuvre. Je serai à Montréal jusqu'au vendredi 5 janvier et suis à votre disposition si vous avez des remarques ou des questions. Je vous remercie de votre attention et vous prie de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments distingués, Antoine Erol. » Erol était tout excité par son rendez-vous du lendemain. Après le souper, il utilisa à nouveau sa formule magique, décalage horaire, pour se retirer précocement dans sa chambre. Mais au lieu de se mettre au lit en pleurnichant comme la veille, il sortit son ordinateur et prépara sa rencontre avec Tao Bilodeau. Il éplucha tout ce qu'il trouva sur ce qui semblait être le fait divers du moment, l'affaire de l'exotique. Malheureusement, si les dépêches, articles et chroniques étaient innombrables, les informations, elles, étaient plutôt maigres. Il réussit à apprendre que Carmen Medeiros, la patronne de l'exotique, s'était fait poignarder après la fermeture de son restaurant. C'était un vieux du quartier, répondant au doux nom de Réal, qui avait découvert le corps. Il avait vu de la lumière dans le restaurant en fin d'après-midi,
alors qu'il était censé être fermé depuis plusieurs heures. Il était entré et il était tombé sur le cadavre de Carmen gisant dans une mare de sang. Ça lui avait valu un portrait dans le Journal de Montréal du jour. L'assassin était parti avec la caisse, estimée à quelques centaines de dollars. Le suspect numéro 1 était un itinérant d'une quarantaine d'années. Justin Clark, un Québécois de père ontarien. Lui aussi avait eu droit à sa photo dans le journal et la piètre qualité de l'impression donnait à son faciès osseux un aspect encore plus patibulaire. Quand Errol lut pour la 1000e fois la même dépêche et qu'il pensa avoir épuisé toutes ses sources d'informations, il était presque 2 heures du matin. Il se coucha dans son lit d'enfant, la tête pleine à craquer de prose journalistique et de faits divers sordides. Au-dessus de lui, une fée dessinée à la main susurrait « Bonne nuit, princesse. Faites beaux rêves. » Chapitre 3. Lundi 23 décembre. Prêt à commander, Errol pivota la tête vers la source du son qui venait de nasiller à son oreille. Son cerveau ensommeillé eut besoin de quelques secondes pour comprendre ce qu'il venait d'entendre et pour formuler une réponse à la serveuse. Bonjour, Oui, je suis prêt, je vous écoute. Alors, je vais prendre le menu, le faceti E, je crois. Celui avec des œufs, bacon et crêpes. C'est bien ça, hein? Les œufs comment? Pardon? Les œufs comment? Les quoi? Comment vous voulez vos œufs? Ah, excusez-moi, je vais les prendre pochés, s'il vous plaît. Pain blanc, pain brun? Eh bien, pain blanc. Crêpe mince ou pancake? Oui. Non, je vous demande si vous voulez une crêpe mince ou une crêpe pancake. Ah, pardon. Je vais prendre la deuxième. Stratou? Oui, stratou. Sera pas là. La serveuse était déjà loin quand Errol réussit à décoder sa dernière réplique et à lui répondre merci. Puis il sortit son carnet avec le secret espoir de le maculer d'idées géniales avant l'arrivée de son repas. Un écrivain célèbre, dont il ne se souvenait plus du nom, n'avait-il pas dit que le ventre plein nuisait à l'inspiration et qu'il fallait toujours écrire à jeun? Les conditions étaient optimales. Il observa sa feuille, mordilla son stylo, regarda en l'air, prit de longues respirations, puis observa à nouveau sa feuille, remordilla son stylo, regarda en l'air, remordilla. Il n'y avait rien à faire. Son ventre était peut-être vide, mais son cerveau l'était tout autant. Et devant la pression du résultat, son imagination s'était recroquevillée hors de sa portée, dans un recoin obscur de son esprit. En dernier recours, il essaya d'invoquer quelques mots-clés pour forcer les serrures de la création. Journaliste, vérité, procureur de l'humanité. Puis il attendit plein d'espoir le stylo dans la main. Et tout à coup, une pensée fulgurante fit enfin jour en lui avec l'évidence de la révélation. Il avait faim. Oui, ça commençait à faire longtemps qu'il avait commandé, et il se demanda si on ne l'avait pas oublié. Dès que la serveuse passa près de sa table, il la questionna à ce sujet. Elle lui opposa son invariable « sera pas lent ». Bon. Tandis que son ventre lui envoyait des signaux de détresse, il relut pour la 3e fois le menu tout en repensant au dialogue difficile qu'il avait eu avec la serveuse. Puis il repensa à tous les dialogues difficiles qu'il avait eus depuis son arrivée. Il se remémora avec douleur tous les malentendus qu'il avait eus, tous les sous-entendus manqués, toutes ces blagues qui étaient tombées à plat. Les problèmes de communication entre Français et Québécois ne venaient pas tant des mots propres aux uns et inconnus aux autres. Ils se seraient même certainement mieux compris s'ils n'utilisaient que des mots différents. En fait, leur problème venait précisément du fait qu'ils utilisaient les mêmes mots, mais pour dire des choses différentes. Pour commencer, le petit déjeuner en France était le déjeuner au Québec. Déjeuner qui en France était le dîner au Québec, qui en France était le souper au Québec. Comment pouvait-on s'entendre si on n'était pas d'accord sur un sujet aussi fondamental que le nom des repas? Comment prétendre débattre de politique ou de philosophie si on était incapable de se donner rendez-vous pour manger ensemble? Il prit une nouvelle page de son carnet et y dessina un tableau. Puis, il entreprit de recenser tous les faux amis qu'il avait repérés dans le langage,
tous les mots terroristes qui menaçaient dangereusement l'harmonie franco-québécoise. Petit déjeuner, français. Déjeuner, québécois. Déjeuner, français. Dîner, québécois. Dîner, français. Souper, québécois. Pastèque, français. Melon d'eau, québécois. Melon d'eau, français. Melon miel, québécois. Melon, français. Cantaloupe, québécois. Râler, français. Chialer, québécois. Chialer, français. Brailler, québécois. Brailler, français. Crier, québécois. Son inventaire fut interrompu par un puissant effluve de bacon. Il redressa brusquement la tête, truffe en l'air, à l'affût de son repas. En vain. Si bacon il y avait, ce n'était pas pour lui. Il eut envie de râler, de chialer et de brailler dans toutes les langues du monde. Mais quand elle passa devant sa table, la serveuse ne lui laissa pas le temps de le faire et lui asséna un énième « srapalan » avant même qu'il ouvre la bouche. En désespoir de cause, il ajouta une ligne à son tableau « Srapalon québécois, ce sera long français ». Et comme pour le contredire, la serveuse arriva aussitôt les bras chargés de victuailles. Il dévora son repas plus rapidement qu'il ne l'avait commandé. Puis il poussa son assiette et ressortit son carnet pour travailler à son roman. Hélas, l'écrivain célèbre avait raison. De toute évidence, le ventre plein des rôles ne le mettait pas dans de bonnes dispositions artistiques. Tout son organisme semblait obnubilé par une seule et unique préoccupation, la digestion. Impossible de lutter contre ça. Il devait provisoirement renoncer à la création, tant pis pour le roman. De toute façon, il avait promis à JB de ne pas revenir trop tard. Il demanda donc l'addition Srapalon et il prit le journal. La 3e page était signée Tao Bilodeau et elle était consacrée à l'affaire de l'exotique. Les différents articles n'apportaient rien de nouveau. Mais on pouvait y trouver une interview intéressante de Mike Medeiros, le mari de la défunte. Les questions remuaient systématiquement le couteau dans la plaie et semblaient uniquement destinées à susciter des réactions de souffrance, de haine et de vengeance. Néanmoins, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.